Bonsoir. Moi je suis Laurent. Alors je vais dire un petit mot. J'ai joué un petit peu avec le Glue dans les quelques jours qui ont précédé. Moi j'avais jamais rien compris à Gulp. Là pour la première fois je maîtrise un petit peu mon build system. Donc si vous avez l'occasion, jouer avec c'est vraiment très bien. Deuxième remarque, j'espère que vous avez bien aimé les slides d'Étienne et de Quentin, parce que les miens sont jolis. Alors, je m'appelle Laurent, je travaille chez Front, encore, moi je suis CTO. Donc ce soir, je vais vous parler des domaines Node.js. C'est un talk que j'avais déjà fait pour le tout premier meet-up Node.js Paris, Nostalgie. On m'a souvent demandé de le refaire et depuis j'ai appris des nouvelles choses sur les domaines, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite update. Donc avant de parler des domaines, on va parler d'abord des erreurs en Node.js. Alors normalement je vous avais préparé une petite app pour vous montrer un petit peu le type de choses qu'on peut avoir en production, mais je vais essayer de gagner du temps, donc je ne vais pas vous la montrer, donc je vais vous montrer directement le résultat. Le résultat c'est ça. Donc, alors c'est typiquement le genre de choses qu'on peut avoir quand on fait de la production avec Node. Excusez-moi pour cette petite interruption. C'est comme ça. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est typiquement le genre d'erreur qu'on a. Donc il y a plusieurs choses à savoir. La première c'est que la stack qu'on a est absolument pas intéressante puisqu'elle contient que du code qui n'est pas à nous. Puisque ça en fait c'est du code de Node.js qu'on contrôle absolument pas. Donc on sait absolument pas où elle s'est produite. La deuxième chose c'est que si on regarde, il nous dit voilà, tu as une socket dans ton app qui a planté. Et typiquement c'est le genre de truc qu'on n'aura pas quand on dev. Qu'on aura du mal à tester, donc c'est vraiment un truc qui va nous arriver qu'en production. Donc ça c'est un truc que vous allez voir dans un terminal sur votre serveur de prod. Et c'est pas terrible. Et du coup, quand on voit ça, là, on est quand même pas mal dans la panade. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, ce que vous me racontez, plutôt que de partir sur une vraie app, on va essayer de retrouver à peu près le même comportement avec un truc vraiment unitaire, de comprendre exactement ce qui s'est passé, et puis ensuite on commencera à parler des domaines. Alors là j'ai un programme vraiment bête, donc j'ai une fonction qui va me simuler une API avec un super set timeout, dont la latence sera un petit peu aléatoire, et je l'appelle 3 fois, avec 3 arguments différents, et cette fonction en fait elle va juste me mettre en majuscule l'argument que je lui passe. C'est pas génial. Et le problème, c'est qu'il y a un des appels où, dommage, j'ai oublié de passer le paramètre. Et donc, si je regarde, que je lance, et que je regarde ce que ça me donne, je vais avoir, il va me dire, dommage, ta fonction n'existe pas, ok. Mais j'ai à nouveau le même phénomène, c'est-à-dire que j'ai perdu ma stack en fait, puisqu'il va me dire, voilà, j'étais dans un timeout, ce qui paraît logique, puisque là on a un set timeout, mais on ne sait pas lequel des 3 appels a créé le problème. Alors là, c'est assez simple. Oui, donc il y a donc Front, ça c'est mon app qui est en train de sauter en dessous, c'est très agréable. Ça marche pas. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas s'en sortir avec ce bon vieux try-catch? Et comme le talk va durer un peu plus que 5 minutes, non. Alors, si vous essayez de faire ça, c'est-à-dire de mettre un set timeout autour du code asynchrone, en fait, le try-catch va... Donc ça donne la planche, c'est super. Je rigole. Si vous mettez un try-catch, en fait, tant que vous êtes avant cette timeout, ça va marcher, il va vous rattraper vos exceptions. Après le set timeout, donc dans ce call-là, dans le done, il n'attrapera plus rien. Donc on va regarder un tout petit peu plus tard pourquoi ça arrive. La deuxième chose, c'est qu'on peut intercepter toutes les erreurs au niveau de l'application en rajoutant un handler sur process, qui est un event emitter. Donc ça marchera, on peut intercepter les erreurs, mais en fait on ne peut pas en faire grand chose, puisqu'il va nous donner aussi peu d'informations.
Et puis on a le choix entre loguer l'erreur et planter ou loguer l'erreur et continuer, mais l'expérience montre que si on log l'erreur et qu'on continue, eh ben, c'est pas terrible non plus. Pourquoi? Parce que, mettons que vous avez une app qui marche avec, disons, MySQL, vous avez une erreur, probablement vous avez une connexion MySQL que vous n'avez jamais réalisée, donc qui sera plus utilisable par d'autres tâches dans votre app. Et du coup, il suffit que vous ayez 2-3 stacks sur votre instance et vous avez des trucs rigolos qui se passent comme le pool n'a plus de connexion SQL disponible ou des choses à peu près du même tonneau. Donc en fait, quand vous avez une exception pas gérée qui se propage dans votre app, il faut quand même quitter très très vite. Ce qui fait que process.uncoke-exception, c'est un truc qui est finalement pas si utile et si vous regardez dans la doc de Node, il est question que ce soit supprimé complètement de Node. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution? Il y a une lib qui s'appelle LongJohn. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Ça ne m'étonne pas. Donc LongJohn, en fait, c'est une lib qui va à chaque call asynchrone, elle va capturer une exception pour retracer les stacks. En gros, ce que ça nous permet, et je vais revenir dessus aussi, c'est de retrouver des stacks complètes alors que vous êtes quand même en asynchrone. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de mémoire et c'est beaucoup plus lent puisqu'en gros, vous avez un facteur 4-5 avec ou sans. L'avantage, c'est que c'est juste un require à faire tout en haut de votre app et ça vous donne beaucoup plus d'infos supplémentaires. Nous, en fait, ce qu'on a fait quand on a développé Front, c'est que pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, on avait mis LongJohn en production jusqu'au moment où le nombre d'utilisateurs grandissant a fait que c'était plus viable. Mais en attendant, ça nous a permis de débugger plein de problèmes, on était très contents de l'avoir et le jour où on l'a supprimé, on avait corrigé la plupart de ces problèmes. Et du coup, les problèmes qu'on a eu après, ça nous a quand même permis de gagner beaucoup de temps. Donc c'est beaucoup plus lent. Mais c'est pas inutile forcément à avoir en production, en tout cas au début du projet. Alors il y a d'autres apps, il y a d'autres libs qui fonctionnent un peu sur le même principe, notamment il y a Bluebird qui fonctionne avec des promesses. C'est toujours un peu la même chose, vous avez un trade-off entre performance, mais bon, il ne faut pas forcément toujours chercher la performance, surtout au début du projet. Donc on a vu ça, il y a deux questions qui restent. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on perd notre stack? Et c'est ce à quoi on va s'intéresser maintenant. Alors, on va prendre un autre exemple. Donc c'est une fonction qui fait quelque chose de très simple. Elle va sur un site web, via un petit pointeur, voilà, un site web à la con. Elle fait une recherche dessus, elle va récupérer une page qu'elle va parser avec JSDOM. Dedans, elle va extraire le premier lien. Et ensuite, une seconde après, elle va lancer une deuxième requête. On peut imaginer qu'on n'a pas forcément envie de montrer trop au site web qu'on est un robot. Du coup, on attend un petit peu avant de relancer des requêtes. Si on se demande un peu comment est-ce que Node va exécuter ça, et qu'on le fait par étapes, la première étape, ça va être tout bêtement d'appeler request en haut. À ce moment-là, en fait, Node voit notre code comme ça, c'est-à-dire il voit juste un appel de fonction avec un premier paramètre qui est un objet, un deuxième paramètre qui est un callback. Mais à ce moment-là, en fait, il ne s'intéresse pas du tout au code qui est dedans. Pour lui, c'est juste une fonction, donc c'est juste un objet qui peut passer en paramètre. Quand on revient dans notre callback, là c'est l'inverse. C'est-à-dire que Node, en fait, il a complètement oublié qu'il était dans une fonction à l'extérieur. Il voit juste celle-là. Et quelque part, le fait que la fonction soit définie à l'intérieur d'une autre fonction, c'est une espèce de facilité du langage, mais il faut savoir que pour JavaScript, ces deux fonctions sont complètement indépendantes. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisque la fonction en fait peut quand même accéder aux variables qu'elle voit au-dessus, mais c'est les seules choses qu'elle va voir en fait. Elle voit plus du tout ce qu'il y a au-dessus, elle voit plus du tout la stack qu'il a appelée, elle peut juste retenir des références vers des variables. Et c'est vraiment un lien de référence entre un objet qui est une instance ici de fonction qui est passée en paramètre et ces variables-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau du garbage collector et qui n'a rien à voir avec la pile d'exécution. Si on essaie de voir les choses un peu différemment du point de vue de Node, lui il a, vous savez peut-être, un fonctionnement qui s'appelle une event loop. C'est-à-dire qu'il va être en permanence en train d'écouter des événements
Derrière ces événements, en général, il y a un callback, et quand un événement intéressant se produit, il appelle le callback, et il s'attend à ce que le callback lui rende la main assez vite. Et ça marche parce que votre code n'a pas accès à du code bloquant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller attendre et pas rendre la main avant d'avoir la réponse du réseau ou du système de fichiers. Et du coup, à moins que vous vous mettiez à vous bloquer dans une boucle, vous allez être forcé de rendre la main assez vite parce que vous ne pourrez pas faire forcément grand-chose. Donc de son point de vue, en fait, il y a le temps qui se passe ici. Là, c'est les événements qui vont nous intéresser. On démarre, il appelle une première fois notre code, donc il fait notre request, donc il envoie la requête, on lui rend la main tout de suite, on attend. Et là, il y a un paquet réseau qui revient du serveur à qui on a fait la requête, et qui déclenche l'appel de notre callback. On est re-appelé une deuxième fois, on fait notre parse, on le fait passer dans JSDOM, puis on appelle cette timeout, on rend la main à Node, puis on continue. Le timeout se déclenche, et là on est rappelé une troisième fois, on peut lancer notre deuxième requête. Et là en fait vous comprenez pourquoi est-ce que notre stack disparaît, parce que ce qui se passe c'est qu'en fait à chaque fois en fait Node repart de zéro et il nous rappelle de zéro. Donc en fait il n'a aucune idée d'où on était avant. Si on se met à mélanger plusieurs appels comme ça en parallèle, ça donne quelque chose comme ça. Et en fait ça devient un gros fouillis puisque on va bien voir que de notre point de vue, il va y avoir un fonctionnement assez logique, c'est-à-dire il y a une première requête, puis un premier parseur qui passe, puis un premier timeout qui passe, et ça va être mêlé avec d'autres choses. Mais du point de vue de Node, c'est quelque chose, lui, il ne sait absolument pas d'où vient le code, il ne sait pas quel est le lien en fait entre tous ces callbacks qui se produisent. Donc c'est ça qui explique les problèmes qu'on voit. Mais il ne faut pas voir ça comme une espèce de défaut de Node. Ce qui se passe, c'est que c'est un compromis qui est fait, parce que le fait que Node oublie au fur et à mesure d'où il vient, c'est aussi ça qui permet d'avoir de la performance. C'est aussi ça qui permet, il y a des gens qui font tourner des instances Node avec 1 million de connexions ouvertes en parallèle. Ce qui fonctionne, c'est que derrière chaque connexion, il n'y a pas une énorme pile d'exécution. Il y a juste quelques octets, quelques variables qui sont retenues, et en fait Node vous donne la possibilité de déterminer exactement la structure de données que vous allez avoir derrière chaque événement. Voilà, mais en fait nous ce qui nous intéresserait d'avoir, ce serait d'avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire de pouvoir un petit peu taguer des tâches à l'intérieur de notre event loop, et de pouvoir dire à Node, ça et ça, en fait, ça fait partie du même flow d'exécution. Si jamais j'ai un problème là-dessus, je vais pouvoir remonter à celle-là. Et là, vous me voyez venir avec les gros sabots, c'est justement ça qu'on appelle les domaines. Donc les domaines, c'est quelque chose qui a été introduit en juin 2012 dans la 08, donc qui maintenant fonctionne assez bien. Si vous allez voir sur la doc de Node, je crois que c'est encore marqué comme étant instable. Mais du point de vue de Node, en fait, instable, ça veut dire que l'API est instable, ça veut dire que le code est instable. Donc, le code il est très bien testé, il fonctionne très bien. Juste, les développeurs de Node ne s'interdisent pas dans une prochaine version de faire évoluer l'API. C'est décrit comme étant un moyen de... je suis en train de dire mon slide, c'est terrible. De rejoindre... donc c'est décrit, moi j'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire ça. Moi la manière dont je le comprends c'est que, non c'est pas ça que je voulais montrer, en gros ça va permettre de taguer des tâches au sein de votre application et de rajouter du contexte pour que si jamais il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin de ce contexte, genre une erreur, vous allez pouvoir comprendre exactement ce qui s'est passé. Pour présenter les choses de manière un tout petit peu différente, il y a la raison pour laquelle moi j'ai fait du Node au début, c'est que ça me permettait de transformer toute une classe de problèmes qui étaient des problèmes dont le temps de résolution était un peu aléatoire, donc des problèmes de concurrence, de threading, en quelque chose qui est déterministe. Ça veut pas dire que ces problèmes ne vont pas exister, ça veut dire que quand ils se produiront, on aura une méthodologie pour pouvoir les analyser, on saura dire c'est un peu compliqué mais ça va me prendre 2 jours max. Là où ce qui m'a un peu bloqué, c'est qu'à un moment donné, comme j'ai ce problème de contexte qui manquait, il y avait pas mal de problèmes où j'ai un événement qui sort et ça peut être n'importe quel socket dans mon app, et le temps de résolution de ce problème-là va être vraiment directement proportionnel à la taille de mon app. Les domaines, ça permet de réintroduire une méthodologie, c'est-à-dire quel que soit le problème, on va pouvoir trouver un domaine auquel on va pouvoir raccrocher une info qui fera que la prochaine fois que le problème se produira, on aura exactement la source qui sera disponible. Comment ça marche? Donc si je reprends le petit programme que je vous ai montré tout à l'heure,
Maintenant, je vais require domaine. Quand je vais démarrer mon API, je vais la faire tourner dans un domaine. Et c'est très simple, on crée un domaine. On lui a demandé de nous passer une fonction, on va lui dire cette fonction tourne dans ce domaine. Si jamais une erreur se produit, alors on peut rattraper l'erreur. On va quand même quitter, mais par contre, on sait exactement quel est le domaine qui a créé l'erreur. Si je lance exactement le même programme, ça va toujours cracher. Mais là maintenant, il est capable de me dire que c'est l'appel, donc le deuxième appel, qui a fait monter l'app. Alors, juste un mot sur comment ça fonctionne à l'intérieur des domaines. En gros, ça fonctionne, toutes les API dans Node qui vont déclencher des appels asynchrone, donc qui vont sur l'event loop que je vous ai montré sur le petit dessin tout à l'heure, raccrocher des nouveaux événements. En fait, tout ça, s'il y a un domaine qui existe à ce moment-là, le domaine sera propagé au callback ensuite. Et ce qui est assez rigolo, c'est que si on regarde vraiment dans le détail, le nombre d'API vraiment cœur de Node qui déclenchent des appels asynchrones, on n'a pas tant que ça. Et on a juste quelques-unes dans les modules net, fs et timeout. Et au final, ça fait, je crois, 5 ou 6 appels qui sont branchés. Donc en fait, quand ils ont introduit le diff qui introduit les domaines dans Node est beaucoup plus petit que ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, alors un dernier mot là-dessus. Le principal usage que vous allez avoir des domaines, si vous avez une app, genre une app express, donc une app avec un serveur web, des routes, une API, ça va être d'introduire ça dans un middleware. Donc en gros, à chaque fois que vous avez une requête qui va être créée, vous allez lui associer un domaine. Et du coup, si jamais vous avez un problème, donc ça c'est quasiment tiré de notre code à nous. Si jamais vous avez un problème, en fait, nous on peut retrouver au minimum quelle est l'URL qui a généré le problème, dans quelle organisation se trouve l'utilisateur et qui est l'utilisateur. Donc c'est déjà beaucoup plus d'informations que ce qu'on avait d'habitude. Alors, avant de vous laisser aller déguster le buffet, je vais vous parler de deux choses. Le premier, c'est il y a quand même un problème avec le domaine. Donc l'exemple, c'est MySQL. En gros, le symptôme, c'est vous faites une requête MySQL, la réponse, c'est pas dans le même domaine que ce que vous appelez. Un exemple. Donc je fais ça, je suis dans le domaine A, je fais deux requêtes, une requête, deux requêtes, là je suis dans le domaine B. Donc là, en gros, c'est tout ce que je viens de vous dire qui se casse la figure. Donc c'est pas très compliqué à comprendre, il faut juste bien comprendre ce qui se passe. La première chose, c'est que, MySQL, c'est un protocole séquentiel. Ensuite, vous avez un pool de requêtes, c'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de connexions MySQL qui vont être partagées entre des requêtes, entre des tâches à vous. Et les requêtes, les requêtes à votre API vont devoir partager des connexions MySQL. Si on regarde un peu comment ça se passe, en simplifiant énormément, vous demandez en gros à votre couche de faire une requête. Est-ce qu'il y a une connexion disponible à ce moment-là? Oui, dans ce cas-là, j'envoie pour de vrai. Non, je la mets en attente. Et une fois que vous avez fini de faire votre vraie connexion, vous allez vous dire est-ce que je n'avais pas de requête en attente? Et dans ce cas-là, je repasse là-dedans. Ce qui se passe, c'est que quand vous revenez de ce truc-là, vous pouvez être dans un domaine A, mais la requête qui a été mise en attente, ici, elle a été mise probablement par un autre domaine. Et dans ce cas-là, c'est comme ça que vous changez de domaine. Il y a une solution très simple, c'est qu'il y a une fonction qui s'appelle domain.bind qui permet de forcer le domaine d'un callback. Et il suffit juste, à chaque fois que vous avez que vous appelez un driver externe, vous ne savez pas exactement très bien comment il fonctionne, vous forcez le domaine pour être sûr de revenir dans le même. J'ai deux autres choses à montrer, j'ai plus le temps. 30 secondes, ok, super. Alors, donc ce qu'on a découvert, ce qu'on a un peu creusé dans l'année qui s'est écoulée, c'est qu'au début on se servait des domaines vraiment dans un but d'erreur et de pouvoir analyser des problèmes. Maintenant on s'en sert pour beaucoup plus que ça. Je vous parle juste de deux exemples. Le premier, c'est un truc qu'on appelle Redcache. En gros, on est confronté à trois problèmes. Le premier, c'est que nos instances Node, elles durent longtemps, donc on ne veut absolument pas se permettre d'avoir des leaks. Et du coup, une chose qu'on fait, c'est qu'on a plein de choses dans notre code qui font en sorte que quand une requête se termine, tous les objets qui ont été utilisés par cette requête sont détruits. Ce qui nous permet que si jamais une instance se met à monter en RAM, on ne va pas se dire « Ah oui, c'est tel cache qui est en train de se remplir ». Non, c'est pas normal, une instance ne doit jamais monter en RAM. Et ça nous permet tout de suite de voir qu'on a un problème.
La deuxième chose qui est un peu opposée, c'est que les objets qu'on charge ont des dépendances et des fois on a des cycles. Donc normalement, la manière qu'on fait, c'est qu'on va avoir un cache des objets qu'on a déjà chargés. Quand on essaie de charger un objet, on regarde s'il est déjà dans le cache. Et là, évidemment... Laurent, je vais devoir te couper, je suis désolé, mais la régie doit vraiment partir. Ça marche. On va pas avoir le temps pour des questions, si vous en avez, vous allez pouvoir les poser.